que j'ai qui est cool, c'est que j'arrive très bien à gérer ma santé mentale. Je me suis retrouvée à travailler pour un gars qui vend de la beuh. Je me suis dit, mais c'est ce que je faisais sur ma bimbo en fait. Alors, plus jamais personne ne me dira qu'est-ce que je dois faire de ma vie. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Brillantes Mésaventures. Aujourd'hui, on se retrouve avec Coralie. Coralie qui est... Je suis graphiste, vidéaste et directrice artistique dans le milieu de la musique. Comme Emma à peu près, c'est une amie à toi. C'est ça, c'est Qui est une ancienne bonne amie à moi qui fait de la photo. Et qui est incroyable, soit dit en passant, hein, on le redit. Et ouais, on travaille toutes les deux dans le milieu de la musique, et puis on se complète bien, parce qu'elle, elle est vraiment côté photo, et puis moi, voilà, et vidéaste aussi, Emma. Moi, je suis vraiment aussi ciblée graphiste, donc voilà, on se complète bien dans tout ça. Et tu pourrais te présenter, t'as quel âge, t'as fait quoi comme études, quand as-tu commencé ton entreprise ? Alors, donc moi, je m'appelle Coralie, je suis de Nancy, j'ai 25 ans, bientôt 26 OMG. Qu'est-ce que j'ai fait comme études ? Attends, t'as 26 ? Bientôt. T'as 3 ans de plus que moi. La vie de ma mère. Et t'as ton entreprise depuis quand ? Depuis 2 ans et demi. Purée, ça veut dire que là, en vrai, si je dois être un peu dans le même tempo que toi, dans moins d'un an, il faut que j'ouvre mon entreprise. Ouais, mais chaque histoire est unique. Il n'y a pas de comparaison. Moi, j'ai jamais fait de podcast, hein. Oui. Donc bon, voilà. Mais ouais, du coup, moi, je viens de Nancy, j'ai 25 ans. J'ai fait tout le cursus de l'école de Condé, donc de la mise à niveau en art appliqué à l'époque, jusqu'au master en direction artistique, en passant par le BTS graphic designer. Et ensuite, en fait, comme c'est des études qui sont très, très prenantes, très voilà, sportives, et que moi, le design graphique, quand j'ai découvert ça à l'école, ça a été tout de suite une passion. C'est-à-dire qu'il fallait que j'en fasse tous les jours. Je ne pouvais pas me voir ma vie sans le design graphique et sans tout l'univers visuel, la création visuelle en général. Quand j'ai terminé mon master, en fait, du jour au lendemain, tout s'arrête. Et j'ai vraiment super mal vécu. J'ai dormi pendant 3 jours parce que, comme je t'ai dit, c'était intense et tout. Tu finis ton mémoire, voilà. Et tout s'arrête. Et voilà, j'ai vraiment mal vécu le truc en mode qu'est-ce qui se passe quoi après. Et je savais que j'allais mettre trop de temps à retrouver un travail classique, que c'était pas fait pour moi. Donc j'étais en mode, vous savez quoi ? Je prends mon appart, je vais à Nancy et je me lance dans mes 2 passions qui sont le graphisme et tout ce qui est de l'image et de la création visuelle et la musique. J'allie les deux et boum. Et pour contextualiser, tu as pris ton appartement en même temps que la création d'entreprise. C'est ça. En fait, quand j'ai terminé mon master fin novembre, j'ai déménagé début décembre, donc vraiment en quelques temps. Purée. Et j'avais pris un petit taf au début pour manger, quoi. Et j'ai créé mon entreprise le 2 janvier 2023. Purée, t'étais déter, hein. Ouais, mais en fait, je me suis dit, c'est maintenant. J'avais 22, 23 ans, j'étais en mode, c'est maintenant. Et si je le fais, au pire, ça flop. Et j'aurais fait, j'aurais pas de regrets. Et au pire, ça flop pas. Et puis, le bateau continue, quoi. Bah ouais. Et le bateau continue, à voile grande ouverte. Donc, trop bien. Et ouais, en fait, j'ai tout, le saut de l'ange, tout en même temps, quoi. Purée, mais c'est une dinguerie. Parce que je me retrouve beaucoup dans ton parcours par rapport à l'école. Mhm. Après l'école, enfin, pendant l'école, c'est hyper intense, hyper... T'as pas le temps de réfléchir à l'avenir, t'as pas le temps de penser à vraiment ce que tu veux faire. Puis après, quand t'as fait ton diplôme, t'as tout, maintenant en mode, ok, bah mon objectif c'était d'avoir mon diplôme, mais maintenant. Oui, c'est quoi la suite ? C'était vraiment ma grande question. C'est quoi la suite ? Surtout que moi, j'ai enchaîné mes études. Genre, direct après mes 18 ans, je suis allée à l'école de Condé. Enfin, j'ai fait vraiment un one-shot. J'ai pas eu de pause en mode je sais pas quoi faire. Donc, au moment-là, quand tout s'est arrêté, depuis le début de ma vie, j'étais en cursus scolaire. Donc, Ouais. ma vie, c'était l'école, les vacances depuis le début de ma vie. Et là, du coup, tout s'arrête. Et c'est pour ça, quand on parle de mes aventures dans ton podcast, pour moi, ça a été la première de mes aventures. C'est parce que d'un moment, c'est vraiment une falaise, quoi, gigantesque. Et tu Tout sais est pas bien comment rythmé. réagir. Tout est bien rythmé, tout est bien cadré, tu Ouais. sais où tu veux aller. Je sais pas, t'as toujours voulu devenir graphiste ? Eh ben en fait, non. Mais c'est-à-dire que quand j'y ai goûté, donc à mes 18 ans, en fait... Mais quand même, depuis assez jeune. Ouais, quand j'ai découvert ça, le graphisme, en tout cas que j'ai su que c'était du graphisme, parce que j'en faisais avant, en fait, sans savoir ce que c'était. Mais ça a été un déclic. J'ai dit, ok, ça, c'est ma vie, en fait. Je l'ai su dès le début. Je me suis dit, c'est ça. Je suis faite pour ça. T'as jamais eu de période comme certaines personnes qui se posent la question de purée, je vais faire quoi ?
genre l'année pro? Ouais, je n'ai jamais, en tout cas du moment que j'ai découvert le graphisme, je n'ai jamais douté. J'ai toujours dit ça, c'est ma vie, elle est faite de ça. Après, il y a des choses qui se sont raccrochées. C'est-à-dire que la Ça, vidéo, c'est plus structuré. voilà, la vidéo, pareil, j'en faisais et je me suis dit, bah, tu sais quoi, ça, je vais le mettre à mon puzzle. Et pareil, la direction artistique que j'ai découvert en faisant le master, j'étais en mode, bah ça aussi, je vais raccrocher. C'est comme, comme un train, en fait. Et j'ai accroché mes wagons et je me suis dit, bah ça, c'est mon train de création, c'est tout cet ensemble-là. Mais en fait, le graphisme, l'anecdote qui est marrante, c'est que en fait, j'en fais depuis que j'ai 10 ans. Parce que à l'époque, je sais pas si tu connaissais le site mabimbo.fr. Et ben en fait, j'allais sur les forums et je faisais les bannières et les avatars, tu vois, sur Photofiltre à l'époque. Et je kiffais faire ça. Et quand je suis retournée à l'école de Condé, du coup, et que j'ai vu que c'était ça le graphisme, et je me suis dit, mais c'est ce que je faisais sur Mabimbo, en fait. Mais de ouf. Mais en vrai, tu sais que depuis hier, j'écoute des anciennes musiques que j'écoutais quand j'avais 10 ans, même quand j'avais mon MP4, tu vois. Le petit MP4 avec le petit écran, tu vois. Et je me dis, mais les paroles, genre, je chantais ça à gorge déployée, vraiment, je criais ça. Et c'est ça qui m'a construit, c'est ça vraiment qui a dit que j'allais devenir comme ça aujourd'hui. Ah oui. Et les trucs bidons un peu quand on le fait de manière innocente quand on est petit, en fait, c'est ça en fait. Écho. C'est ça. Ça fait écho d'ouf. Mais je trouve que notre enfant intérieur, c'est plus de choses sur notre avenir que nous actuellement. Totalement, c'est sûr. Tu vois, quand je t'avais dit que quand le graphisme, j'ai découvert ça et que je pouvais pas m'en passer vraiment, il fallait tout le temps que je fasse ça. Quand j'étais enfant, au final, c'était pareil parce qu'il fallait... En fait, j'ai toujours eu besoin de créer. C'est-à-dire que j'ai toujours dessiné des trucs, j'ai toujours modelé des trucs avec de la pâte à modeler. Quand j'avais des pet shops, il fallait toujours que je crée des histoires. Il n'y a pas une journée, en fait, maintenant que je le vois, tu vois, en étant adulte, en fait, je me rends compte qu'étant enfant, j'ai jamais eu une journée où je faisais pas une création de quelque chose, tu vois. Et en fait, c'est pareil maintenant. Si je crée pas un truc, j'ai l'impression que je suis en train de suffoquer, que je suis un poisson hors du bocal, vraiment, tu vois. Et ton quotidien, actuellement, il ressemble à quoi? Si tu pourrais nous le décrire. Mon quotidien, franchement, mon quotidien, c'est la fast life. C'est-à-dire que j'ai le cerveau en ébullition H24. Enfin, vraiment, genre... donc, soit je travaille, ou soit je suis en détente, mais j'ai le cerveau qui réfléchit, je suis en mode, ouais, je pourrais trop faire ça et tout, nanani, nanana. Soit je sors avec des amis et tout, je vais en concert, etc. Mais pareil, en fait, ça me nourrit. En gros, c'est soit je travaille, soit ce que je fais à côté me nourrit dans ma création XY, soit pour le travail ou pour le fun. Et je suis constamment stimulée. Et du coup, mon quotidien, il est vraiment en mode tout le temps speed. Enfin, j'ai toujours été speed, hein, ouais, donc ça ne change pas. T'as pas des moments de down alors, tout ça? Le truc que j'ai qui est cool, c'est que j'arrive très bien à gérer ma santé mentale. C'est-à-dire que je suis dans mon speed tout le temps parce que j'ai toujours été comme ça, mais je le sais. Et en fait, je connais mon corps, je connais mes limites. Et c'est-à-dire que quand je sens que je vais trop loin, c'est juste, je pose tout et je dis j'arrête. Et je vais juste me poser et calmer mon speed mantra, tu vois. Genre, limite, voilà, petite retraite spirituelle chez moi, tranquille et tout. Je vais me poser quelques temps et après, ça repart, tu vois. Et ça, c'est une qualité, enfin, pour moi, c'est une qualité quand même. C'est grave une qualité à l'heure d'aujourd'hui. Que j'ai eu par rapport à mes années lycée où moi, j'avais fait un bac SSI. Je crois que je t'en avais peut-être un peu parlé. Et en gros, j'avais fait S parce que mes frères avaient fait S et qu'à l'époque, ça t'ouvrait toutes les portes. Donc voilà, tu vois. Le bac S, voilà, le bac scientifique, le bac des médecins, le bac de l'avenir. Mais le bac des... En fait, le bac des... Je dis bien, le bac des gens qui réussissent. À l'époque, c'était comme ça, on te le vendait. Si tu sais pas trop quoi faire, tu vas en général, tu fais S, tu sauras à tout faire. Les gens, ils vont faire, ouais, t'as fait S, t'es trop intelligent, bref, machin. Donc moi, j'avais fait S et en fait, dégringolade en termes de notes. Quand tu veux de base faire du graphisme et que finalement tu fais du S. Et vraiment... en fait, au début, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et puis j'ai fait S parce que mes frères avaient fait S. Qu'on me disait, si tu sais pas trop ce que tu peux faire et que tu as des capacités vers S comme ça, toutes les portes, machin, ok, d'accord, tu vois. Je me suis un peu laissée emporter. Et j'ai toujours été pas une élève ultra, voilà, des notes de fou, mais ok, tranquille, tu vois. Et quand je suis arrivée en première S, bam, la dégringolade. Et c'est-à-dire que j'avais beau faire tout ce que je pouvais, c'est-à-dire réviser, machin, mon cerveau n'est pas configuré pour ça, tu vois. Et là, c'est-à-dire que je me prenais des notes sur des notes. Et là, ça a été très dur parce que je comprenais pas. Et le seul truc que je comprenais, c'est que j'étais pas faite pour ça, en fait. Et ça a été difficile un peu à accepter pour mon père au début parce qu'il avait peur, tout simplement. Parce que les papas, voilà, comme toutes les il avait peur, il était en mode OMG, les mauvaises notes et tout, qu'est-ce qu'elle va devenir, cette petite, tu vois.
Et après, quand je suis arrivée en terminale, c'est là où mon mindset a changé et que je me suis dit plus jamais, et c'est à partir de là, tu vois, que ça a fait écho encore maintenant, j'étais en mode plus jamais personne me dira qu'est-ce que je dois faire de ma vie. J'étais en mode mon seul objectif c'est de passer le bac, même si je l'ai rattrapé, j'en ai rien à fiche, et de faire ce que je veux après. Donc c'était mon seul truc, c'est-à-dire que ça a été mon mantra toute l'année de terminale, c'était en mode viser le bac, tout ce qui se passe là maintenant, rien à péter mentalement parlant, il faut que je passe au-dessus et tout. Et en fait, ça m'a forgé un mental de fou et ça m'a forgé le fait de prendre du temps pour moi et que ma santé mentale, à cette époque, donc j'avais même pas 17 ans, j'ai compris à quel point elle était importante. Surtout que la santé mentale, on n'en parlait pas tant que ça il y a Non, alors, 6 ans. dans la sphère de la société et tout, non, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents très bienveillants qui ont toujours mis en avant ce côté santé mentale, qui ont toujours été en mode si ça va pas, il faut en parler. Et que ce soit à nous, à des professionnels de santé, par exemple, tu vois, tout ce qui est c'est cool. psychiatre, psychologue et tout, pour eux, c'était juste problème-solution. C'est-à-dire, par exemple, t'as envie d'une baguette, tu vas au boulanger. Ouais. Tu vas pas te faire chier à toi-même faire le pain, tu vois. Et bah, si tu te sens mal, bah pareil, tu vas voir un psy, tu vas voir, parce que problème-solution, c'est des gens qui sont formés à ça et tout, et il n'y a aucune honte à avoir un psychiatre, un psychologue si on se sent mal et tout. Et on va dire que mes parents ont toujours été très bienveillants sur tout ce qui était la santé mentale, de comment tu te construis en tant qu'adolescent, enfant, adulte. Surtout, je trouve que la période adolescence, Laisse tomber. c'est là où c'est le plus important. Ah de oui. faire attention à sa santé mentale. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneuse, Oui. ça t'aide de ouf. Bah, en fait, c'est ça. Il y a un énorme impact, un énorme écho à maintenant de tout ce que j'ai vécu quand j'étais jeune adulte. Et L'éducation est très, très importante. Et Oui. l'entourage encore plus. oui, et bah, tu vois, là où j'en suis, alors oui, j'ai eu un peu de chance quand même, pas mal. J'ai beaucoup travaillé aussi, mais je n'aurais jamais pu avoir tout ce que j'ai maintenant sans mes parents. Mes parents sont un énorme moteur. Mes parents nous ont toujours soutenus, moi et mes frères, dans tout ce qu'on pouvait faire. C'est-à-dire que si on avait été tu sais, le cliché, tu sais, t'es au spectacle de l'école, t'es le petit buisson à la con là, au fond. Et eux, ils seraient on fire et tout. Enfin, mes parents nous ont toujours soutenus dans tout ce qu'on faisait, se sont toujours intéressés à tout ce qu'on faisait. Par exemple, tu vois, moi, dans ma famille, donc mes frères et moi, on est très jeux vidéo. Mes parents, en tout cas ma maman, s'est beaucoup intéressée à ça parce que ça nous intéressait. Donc elle s'est dit, bah, moi aussi, je vais regarder ça, je vais voir c'est quoi et tout. Enfin, tu vois, on a toujours eu des... Enfin, voilà, je serais jamais... je n'aurais jamais été là où j'en suis sans mes parents, qui sont des personnes exceptionnelles, en fait, qui m'ont donné les armes pour affronter la vie, tu vois. C'est là où je te disais que, tu vois, après l'école, ça a une dégringolade quand tu arrives dans le monde du travail parce qu'on ne donne pas les armes, en fait. Ouais. L'école n'apprend pas le après, finalement. Après, est-ce que c'est son rôle ou pas, c'est à questionner. Mais je pense que de toute manière, qu'on ait des parents ou non qui sont exemplaires comme les tiens, il faut tout de même travailler cet aspect-là de manière personnelle. C'est sûr. Certes, ok, tes parents, ils sont pas... Enfin, pas les tiens, mais tes parents, ils peuvent ne pas penser santé mentale, ils ne peuvent pas, du coup, t'encourager dans plein de projets que tu peux avoir. Mais le plus important, c'est ton entourage à côté. Ah oui, parce que sûr. si tu as des parents qui te rabaissent tout le temps et tu as des potes qui sont pas mieux qu'eux, Ouais, il n'y a aucun équilibre en Ouais. fait. C'est mieux d'avoir des parents qui t'encouragent et des potes qui t'encouragent et avoir vraiment un bête d'entourage. Mais si t'as pas une famille qui est là, Oui, il y a tu une sois autre famille que tu peux choisir c'est ça. et c'est les amis. Que ce soit une famille de sang ou de choix, quoi. C'est ça. Mais dans mon expérience, dans mon parcours, c'est... Alors là, je vais faire l'ancienne de ouf. Mais je sais pas si tu vois Jean-Jacques Goldman. Évidemment. La star. À un moment, dans une de ses musiques, il a une phrase qui a toujours résonné en moi, où il dit ici, tout est joué d'avance et on n'y peut rien changer, tout dépend de ma naissance. Et moi, je ne suis pas bien née, tu vois. Et en fait, ça a toujours résonné en moi parce que moi, je me suis toujours dit dans ma vie, moi, j'ai la chance d'être bien née. Ouais. Tu vois. Et en fait, ces paroles, pour moi, elles sont tellement révélatrices. Et je suis en mode, putain, moi, j'ai la chance d'être bien née. Donc, il faut que je fasse Faut que tout. j'assure. Ouais. Mais t'as pas une pression du coup ? Bah justement, il faut que je fasse tout sans me mettre la pression. Parce ok. que je suis un être humain et que j'ai le droit D'échouer. tu vois, d'échouer et d'avoir des fêlures, tu vois. Mais du coup, il faut que j'essaye de faire bien parce que moi, j'ai la chance d'eux et que peut-être que le jour où j'aurai vraiment la chance d'eux et qu'il se passera plein de trucs, je pourrai redonner, tu vois, cet amour, cette chance et tout à ceux qui... tu vois, le cercle vertueux. Tout est un cycle. Vraiment, tout est un cycle. Maintenant, je pense qu'on a quand même assez bien appris à te connaître. Je vais te poser quelques questions. Vas-y. Que tu vas devoir répondre hyper rapidement. Ouais, je suis chaud. Comme ça, mais hyper rapidement, mais tu peux quand même développer. Tu vois.
C'est juste pour vraiment avoir vraiment du concret Ok. de qui tu es et apprendre de ton expérience. Ok. Si une personne fait des bad moods fréquemment, c'est quoi ton conseil? Si t'as des bad moods fréquemment, retourne-toi vers les gens qui te font du bien et ce qui te fait du bien. Si tu ne faisais pas ton métier, tu ferais quoi? Alors, soit je réparerais des moteurs de voiture, ou sinon je serais psy. Ok. Purée, dingue. Ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Si tu prenais du recul sur ta situation professionnelle actuelle, tu te donnerais quoi comme conseil? Recommence, meuf. Recommence. Genre, refais ce que t'as fait, tout pareil. Si je devais prendre du recul, il n'y a pas de recul. Tout refaire refais pareil. Saute dans le vide. C'est cool. Si demain, tu dois tout recommencer, du coup à zéro, tu recommences tout à zéro. Si je devais tout recommencer à zéro, tu le ferais ou pas? évidemment. C'est cool. Hein. Vous avez des questions? Là, tout de suite, maintenant, vous deviez lui donner une seule question. Ouais, mais j'ai la pression. Vous avez 2 minutes, dissertation. Comment t'as fait pour devenir freelance? Comment j'ai fait? Alors déjà, je me suis beaucoup renseignée. Si vous voulez être freelance, renseignez-vous beaucoup à travers YouTube, les forums, les gens déjà freelance et tout, parce qu'il y a plein de petites choses à savoir. Et ensuite, juste j'ai rempli des papiers sur Internet, tout ça, hop. En plus, en vrai, pour ouvrir sa micro, c'est hyper simple parce que c'est un formulaire sur Internet, non? Oui, c'est ça. En fait, le truc à savoir, c'est que c'est des formulaires sur Internet. Et après, tu reçois un courrier qui met plus ou moins de temps à venir et tu dois rentrer des trucs. Mais entre-temps, en fait, tu reçois plein de courriers à la con qui te disent que tu dois de l'argent à XY Zoulou, là. Quoi? Ouais, et en fait, c'est des fraudes. Qui chopent le fait que tu viens t'inscrire et du coup, qui profitent de cette naïveté des jeunes entrepreneurs et te disent, ouais, tu dois... de l'argent et tout, alors que non. Il faut savoir que quand t'es en auto-entrepreneur que tu commences, tu dois de la thune aux impôts, à l'URSSAF, c'est terminé. Et comment t'arrives du coup à différencier entre les faux papiers et les vrais papiers? Parce que vraiment la règle de tu dois de la thune à l'URSSAF aux impôts, elle est véridique. Après il y a 2-3 petites subtilités où tu dois donner, mais c'est pas de la récurrence. Les impôts et les URSSAF c'est tout le temps, voilà, c'est le truc. Okay. Et sinon en fait, moi je pars du principe que si je dois vraiment de l'argent à quelqu'un, pour de vrai, il saura me le réclamer, il saura me rappeler et tout. Tu vois. C'est vrai. Donc, c'est-à-dire que si je suis pas sûre et tout, je paie pas. Et ça, c'est un truc connu. En fait, c'est un truc qu'on te dit qu'il faut que tu paies un matricule, etc. Ça n'a aucune valeur, c'est rien, c'est du bullshit. Ok, je t'appellerai quand je devrais ouvrir mon entreprise. T'inquiète. Moi, j'ai une question. Comment t'as fait et comment faut faire pour avoir une stagiaire? Alors, déjà, avoir un ou une stagiaire, c'est pas pour le fun. C'est-à-dire qu'il faut le prendre pour de vrai. C'est un humain, c'est quelqu'un avec qui on doit vraiment converser et avec qui on doit se dire, qu'on doit former, qu'on doit se dire, ok, j'ai des réelles choses à lui apporter, pas juste 2-3 tutos et tout. En fait, c'est un truc à vraiment prendre en considération. Ensuite, comment ça s'est fait? C'est parce que Louise m'a envoyé un message sur Instagram. Et moi, ça a toujours été un rêve d'avoir un ou une stagiaire. Je pense que c'est le goal de chaque entrepreneur, d'avoir une alternante ou une stagiaire. C'est toujours... j'ai toujours aimé transmettre les choses, j'ai toujours aimé faire apprendre et voilà, partager les trucs. Mais j'étais en mode, le jour où j'aurais quelqu'un, j'aurais des trucs à lui faire faire déjà. J'aurais les épaules et j'aurais l'envie et il y aurait un truc. Et en fait, quand Louise m'a envoyé son message, je pourrais pas vous l'expliquer. C'était au bon moment. Il y a un truc, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que j'en avais déjà reçu des demandes. J'en avais déjà reçu plusieurs et que j'étais en mode non et tout, c'est trop tôt, non, machin, non. Et là, juste le message, je sais pas, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'avais regardé les trucs et puis je me suis... une bonne gueule celle-là. Ouais, mais je me suis projetée dans les projets que je voyais. J'étais en mode, oui, moi, ça me faisait penser à moi quand j'étais dans le cursus où elle est. Puis on s'est vu une fois. Bon, après, elle avait peut-être d'autres opportunités, donc on n'avait pas conclu tout de suite parce que je lui avais dit, si l'opportunité là te dit oui, ce sera encore mieux pour toi, mais sache que ma porte est ouverte. Et puis après, bon, finalement, elle est venue avec moi. Mais avant qu'elle vienne, justement, j'avais déjà potassé le format parce que comme je suis en free et que je travaille de chez moi, je me dis, bon, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que je la fais venir tout le temps chez moi? Est-ce que non? Comment? Donc je m'étais bien posée, j'avais bien fait un calendrier en mode, ok, je vais faire tel format comme ci, elle va faire tel projet, elle va voir ça comme ci, tu vois. Ouais, t'avais déjà programmé, réfléchi tout en amont. C'est ça. C'est cool. Ouais. C'est important parce que voilà, c'est encore, si tu dois transmettre quelque chose, prendre quelqu'un sous ton aile, fais-le à 100%, quoi.
peut-être dans 2-3 ans, je réussirai à avoir une stagiaire et J'y surtout crois. avoir les compétences J'y pour crois, en j'y avoir crois. une. Maintenant, je pense qu'on va passer au moment préféré de l'épisode. Les petites histoires, les petites brillantes mésaventures des entrepreneuses. Ça va être rigolo, ça. Mais surtout que le tout premier titre que tu m'as envoyé, Mhm. c'est celui qui m'a fait le plus rire. Et je Ouais. me suis dit, j'ai pas envie de me spoil. J'ai vraiment pas envie. Je me suis tapé une barre sur juste le titre. Ouais. Tu commences ou je commence? Oh, vas-y, bah fais-toi plaisir avec la première histoire, tiens. Donc là, on est très ciblé graphisme hein, dans les histoires. C'est le thème. C'est le thème. Je me suis retrouvée à travailler pour un gars qui vend de la bœuf. Top. Moi, je me suis dit, comment t'as pu vraiment te mettre dans cette situation? Mais t'imagines juste le mec, TN, vraiment, on va sur la caricature Mhm. du mec de quartier, en mode, ouais, il me faudrait un logo. Ce serait une dinguerie. Ouais, après, il y a pas mal de trucs, tu sais, un peu CBD, machin, qui se font, qui ont des Oui. identités graphiques très léchées, très sympas. Ça se fait, hein. Fin d'année dernière, grâce au bouche à oreille, un client pour qui j'ai taffé sur un site internet m'a recommandé à quelqu'un. Ok, classique. Toujours, le bouche à oreille, c'est la meilleure solution pour se faire connaître et pour avoir des clients. Un gars qui travaille pour lancer sa marque de vente en ligne de cannabis, graines et CBD. Mhm. Donc on est, On est encore dans le légal, dans Mhm. l'égalité normale. Il voulait vraiment l'ADA cliché premier degré du cannabis, les effets glitch, couleur des images avec des mecs en capuche noire et des graines de cannabis en main, etc. Ok. Vraiment la totale. C'était genre ultra pas mon délire artistique, mais c'est le travail et le gagne-pain. J'avais beau essayer de lui dire qu'il faudrait peut-être songer et revoir l'ADA, c'est aussi notre taf d'accompagnement et pas juste produire des visuels. Mhm, c'est vrai. Toi, comment tu réagis face à un client qui a vraiment une idée hyper précise et t'es là en mode c'est moche, je peux pas produire ça. Ça va totalement dépendre du client. Parce qu'il y en a, tu sais, qui vont être ouverts et qui vont se dire ah ouais, non, mais t'as raison, mon idée de base, elle était éclatée. Et là, va y avoir un vrai échange. Mais t'en as, tu sais, dès le début que t'es en mode non, il faut, comme l'histoire dit, tu fais ce qu'on te demande, tu prends ton cachet, ton billet et tu te barres. Parce que des fois, vraiment, les gens, ils sont en mode non, non, mais je veux mon truc. Il n'y a pas de discussion, en fait. C'est juste que eux, techniquement, n'arrivent pas à le faire, donc ils vont missionner quelqu'un. Et c'est là où toi, t'as mal au cœur parce que t'es en mode, bah, je vais. Enfin, voilà, quoi. J'ai été payé pour ça, le mec ou la meuf pas est hermétique et tu le fais, quoi. Et ça arrive à beaucoup de graphistes. Malheureusement. Rien à faire, il était dans ses idées clichés et voulait y rester. On aurait dit vraiment la marque du dealer du quartier. Ah bah voilà. Je veux voir la DA. Je demanderai. Mais j'espère que du coup, elle a peut-être augmenté des prix. C'est non, hein. Mais vraiment, ça, c'est une plaie parce que des fois, on te missionne en mode je veux ton œil et tout machin, et en fait, non. Ouais. Et du coup, t'es en mode bon. Mais je comprends pas parce que dans ce cas-là, si tu appelles une graphiste et tu lui demandes de faire ta direction artistique, mais t'as une idée bien précise, pourquoi ? Genre, va sur Canva et fais ton idée. Ben, je ne sais pas. Parce qu'après, le métier de graphiste, en général, c'est un peu vu comme un métier fourre-tout. En fait, les gens pensent que le graphiste, c'est aussi un vitesse, c'est aussi un machin, c'est aussi un truc, c'est aussi un machin et tout. Et c'est vraiment un métier un peu... je sais pas comment expliquer, mais que les gens pensent que ouais, t'es un peu les graphistes sont un peu à la botte des gens, tu vois. Genre en mode, t'es technicien, tu fais le truc, tu sais tout faire, mais tu fais comme je veux. Enfin, tu vois. C'est triste. C'est un peu compliqué. Je lis la deuxième anecdote. Let's go. Parce que déjà, le titre, moi, il m'a... J'ai pas lu là au niveau de tout ce qui va suivre. J'ai rien après lu. une facture. Le quotidien, je pense. Moi, Le quotidien des freelances. Moi, ça va J'en encore, connais beaucoup mais des mésaventures comme ça de personnes. c'est une plaie, ce truc. C'est un délire. Mais malheureusement, au niveau de la loi, les entrepreneurs ne sont pas assez bien protégés. Il n'y a pas assez de représailles. Non. Je sais que je connais une agence qui courait derrière une facture à plus de 10 000 €. Mais non. Et pendant des années et des années. Et encore aujourd'hui, je pense que la facture n'a pas été réglée. Mais ce que tu peux faire, à la limite, c'est des relances, etc. et des mises en demeure. Mais la mise en demeure, on va dire, c'est le dernier coup de presse, quoi. Ouais, mais même ça... Hein. Mais après, si tu vas loin, c'est comme tout. Tu vas au tribunal, procédure d'avocat, donc ça coûte cher. Donc des fois, c'est plus cher que ta facture. C'est ça. Donc bon.
J'ai pu travailler pour un client sur une identité visuelle. C'était la première étape. Le feeling s'est bien passé, la piste finale choisie était bien, pas ma préférée mais cool quand même. Suite à ce projet, qui je rappelle s'est très bien passé, le feeling était vraiment bien. Souvent, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça que ça démarre, ouais. Échange rapide et paiement reçu vite. Pour le moment, tout va bien. Il voulait maintenant travailler sur une maquette de site internet, donc la deuxième étape du projet. Le projet se déroule bien, mais un peu plus lent tout de même que les premiers échanges. Une fois fini, peut-être que le feeling du premier projet a laissé entendre qu'il était possible de laisser traîner le paiement. Et ça aussi, parlons-en. Des clients qui pensent que d'un coup, t'es son poteau et tout est permis. Mais tu sais que j'ai vu des épisodes de podcast où ça parlait d'influence. Et même les influenceurs disaient que c'était mieux d'avoir un agent qui négociait avec la marque pour vraiment avoir que des propos très cordiaux au lieu de directement de l'influenceuse au client. Parce qu'il y a souvent des histoires comme ça, du coup. Et je me dis, mais au pire, tu signes, mais pas à ton nom, à chaque fois. Et tu fais genre c'est pas toi derrière le mail, c'est pas toi derrière les messages. Et comme ça, tu restes très cordial. Et 2-3 fois pour t'as des calls avec la personne pour vraiment avoir l'aspect technique, mais tout ce qui est paiement, etc. Tu fais genre t'as un agent. Ouais, mais je veux dire, même par principe, à un moment, dès qu'il y a de l'argent, tu vas payer à l'heure, quoi. Si t'as un délire, je sais pas, t'as eu un problème et tout, tu préviens. Mais vraiment, il y en a eu aussi des clients qui sont en mode, on est poteau. Mais en fait, tu ferais pas ça au coiffeur, par exemple. Ça. Quand tu vas te couper les cheveux, tu ferais pas ça. Quand tu vas dans des grandes distries, tu fais pas ça. Donc là, pourquoi ? Je sais pas. Tu dois le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Le projet s'est... J'ai relancé plusieurs fois pour un retard, tout de même de 1 mois et demi. Bon, alors en plus, quand tu commences en étant indé, 1 mois et demi, c'est beaucoup. Il a tout de même répondu à mon message. J'avais peur à ce stade que qu'il me fasse la technique de l'autruche et puis news. Le prétexte était le changement de domiciliation bancaire et un retard accru à cause de cela. Cela n'empêche que j'ai dû quand même attendre très longtemps, finalement, donc plus de 1 mois et demi, quoi, pour être réglé et que le travail soit accompli. Donc ça c'est vraiment le truc en mode oui, mais j'ai eu un problème et tout, au lieu de dire écoute, là c'est la merde pour moi, je peux pas, tu vois, on peut pas échelonner ou faire, il y a un moment, tu vois, faut de la franchise. Faut parler. Mais moi c'est un peu similaire d'une de mes aventures à moi. J'ai encore le bord là. C'est un truc tout bête, mais qui se rapproche, c'est pas exactement ça. C'était un groupe, je vais pas dire le nom du groupe, mais je m'en rappelle, de la scène métal qui sont sur Metz en plus. Donc à chaque fois que je vois qu'ils sont programmés, je suis en mode j'y vais pas. C'est un des membres du groupe qui me contacte, qui me dit en gros que il a un projet de pochette d'album et tout ça, machin, viens on s'appelle et tout. Ok, parce qu'on me l'avait recommandé. Je dis ok cool, le mec je l'ai au hôtel. Ça se passe bien et tout, le projet me plaît, hein. C'est du métal et tout, moi je suis vraiment dans le métal et tout, donc trop contente. Je lui demande un peu qu'est-ce qu'il veut faire, alors ce serait un visuel de pochette, vinyle, machin, bref, projet très très sympa. Il me donne un budget qui est vraiment très très bien, franchement, projet de rêve. Et je lui dis, écoute, si tu veux, je monte un moment à Metz et puis viens, on se capte, on parle de ton projet, ok, pas de souci, machin. Et après j'avais beau le relancer, plus de nouvelles, quoi. Ouf. Et en fait, moi, ça me rend ouf parce que je n'ai jamais eu de problème avec les artistes qui ne voulaient pas taffer avec moi. C'est-à-dire qu'ils prenaient la température et qu'au final, non. J'en ai déjà eu. Et j'ai toujours dit, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est votre projet à vous. Si moi, je ne corresponds pas à votre projet, c'est pas grave parce que si votre projet, il est bien avec quelqu'un d'autre, c'est le pire que je peux vous souhaiter, quoi, tu vois. J'ai toujours été comme ça. Franchement, je n'ai jamais eu de concurrence avec mes collègues parce que j'ai des collègues graphistes et même vidéastes et même photographes qui travaillent dans la musique, qui habitent à côté de chez moi et on travaille tous en communauté. Il n'y a jamais eu de... Tu vois, j'ai jamais été comme ça. Mais alors qu'on me réponde pas, qu'on me dise oui, et qu'après on me next, alors là, la vie de ma mère, que ça me rend ouf. Et que ce groupe-là, j'ai bien noté le nom, j'ai bien noté les têtes. Et qu'à chaque fois, genre, dès que je sais qu'ils sont sur une date, j'y vais pas. Alors j'en parle pas autour de moi parce que j'ai pas envie de casser des pattes non plus, ça sert à rien, tu vois. Mais que je les croise pas. Parce que le mec, je vais le prendre entre quatre yeux, je vais lui dire, je me rappelle de toi. Non, mais vraiment, je me dis, c'est irrespectueux. Toi, t'es pas gentil en fait. Toi, t'es pas gentil. Non, mais c'est vrai, non, mais moi, je trouve ça irrespectueux. Et je suis du genre, j'ai un peu le sang chaud, tu vois, je peux un peu partir vite. Et je sais pas si ça se voit, mais... Un petit peu. Mais voilà, ça, c'était une mésaventure où vraiment, ça m'a saoulée parce que j'y croyais, tu vois. J'y croyais, j'étais en mode, ouais, machin, on va faire mais des en fait, et ça m'a appris. Le pire, c'est quand tu
t'imagines, tu te vois, t'es là en mode purée, le Ah oui. projet il est dingue, le budget il est bien et tout. Ça va être un bête de. Bah, en fait, juste un bête de client et un bête de projet. Et hop. Pfiou. Ouais. Juste parce on te ghost, quoi. On te ghost. Ça m'a rendu ouf. Après, il vaut mieux être ghosté que être ghosté après Oui, non, le mais c'est paiement. sûr. Donc, Mais sur le coup, c'est un truc, ça m'a appris un peu en mode, ok, attends avant de bien rencontrer les gens et tout. Pas juste un appel, quoi. tu fais comment pour du coup avoir des clients? Parce que sur les réseaux sociaux, on voit pas trop que tu cherches des clients. Donc j'imagine que tu réussis à avoir des clients d'un autre. Bah, les clients viennent à moi, j'ai de la chance. Au tout début, quand j'ai commencé, j'avais prospecté par mail, mais j'ai très vite arrêté parce que ça me Ah, c'est saoulait. chiant ça. Ouais. Et en fait, la clé aussi que je trouve, enfin, il y a deux choses, c'est aller dans des événements, aller faire des trucs, montrer sa tête. C'est le plus Montrer, important. montrer C'est qu'on dingue. est là. Moi, tout début, quand j'ai commencé, j'allais à plein de concerts à l'autre canal pour montrer ma tête. Je faisais Mais des l'autre vidéos. canal, là, il faut vraiment que j'y aille. Ouais. Hein. Parce que là, c'est pas la première fois qu'on m'en parle. Ouais, bah parce que c'est une SMAC déjà, donc c'est quoi le diminutif? Je sais plus quoi, musical, truc. Donc c'est une structure musicale où en fait il n'y a pas que des concerts là-bas, il y a plein d'ateliers pour les artistes, il y a des programmes pour accompagner les artistes. Donc c'est un très bel endroit dans la scène musicale et la scène de musique actuelle, c'est ça, une SMAC. Ok. Et en gros, bah moi je parle de l'autre canal parce que comme je viens de Nancy, je suis très localisée là-bas. C'est vraiment de là-bas où j'ai commencé à faire mes armes, où je faisais des vidéos, parce que je fais beaucoup de réels sur Instagram de concerts. Déjà pour faire de la visibilité à certains groupes, qui sont des petits groupes, ou sinon surtout pour me faire continuer à m'entretenir dans la vidéo, à tester des trucs et tout, tu vois. Et puis pour me faire de la visibilité aussi sur les réseaux, mais la visibilité de moi à moi, donc tu vois, je m'en fous, Ouais. quoi. Et là-bas, du coup, au début, j'y allais, je montrais ma tête, je rencontrais des gens, j'allais voir des artistes, je faisais des vidéos comme ça sans avoir d'accréditation avec mon tel, machin, je faisais mes petits montages et au final, c'est monté crescendo. C'est-à-dire que les gens ont commencé à me reconnaître. On commence tous C'est ça. quelque part. Après, il y avait un groupe qui m'a donné beaucoup d'opportunités au début. Donc deux, je veux dire. Le premier, c'était Grand Camino, qui sont devenus des copains. Donc c'est un groupe, c'est folk et tout. C'est une traversée du désert, c'est trop bien. Bref, écoutez Grand Camino. Et ensuite, le deuxième, c'est un groupe qui s'appelle Snap Border, qui là est vraiment un groupe de métal. Qui, pareil, en fait, eux, ils m'ont pris sous leur aile au début. Ils étaient en mode, tu veux faire la vidéo et tout? Bah écoute, vas-y, viens avec nous, fais-nous des petits trucs et tout. Et ils sont très gentils, ils sont très cool. Et en fait, tout ça, ça m'a porté, en fait. Ça m'a aidé à faire du contenu, à m'entraîner sur des choses. Et en fait, voilà, c'est l'effet domino. C'est-à-dire que moi, j'avais travaillé avec Snapborder à un moment sur une date. Et sur une date à Snapborder, j'ai rencontré un autre groupe qui s'appelle Warface. Et Warface, ils ont vu que j'avais une caméra. Du coup, ils ont dit, ah, tu filmes et tout? J'étais en mode, bah oui, je fais des trucs. Ah, ça t'intéresserait pas de nous filmer au concert? Nanana. Après, il y a des gens qui ont vu que j'ai travaillé avec Warface. Du coup, nanana. Le mouvement C'est ça. attire le mouvement. C'est ça. Et l'effet cumulé, c'est hyper important. Du coup, les clients me viennent actuellement tout seuls, quoi. Donc, trop bien. On part sur la prochaine. Oui, On va vas-y. encore parler argent. Oh. L'homme qui voulait tout gratuit. Ah bah tiens, encore un. Après, tu vois, des fois, moi, j'ai trop peur d'arriver à ce stade-là. Enfin, quand t'as un projet et que t'as pas beaucoup d'argent, t'as pas trop la valeur du travail des graphistes, tu vois. Moi, personnellement, actuellement, mon logo, il est nul. Toute ma direction artistique, je la trouve pas fofolle. Et j'aimerais bien, du coup, demander à une graphiste de gérer tout ça pour déjà avoir un autre point de vue et professionnaliser un peu tout ça. Mais n'ayant pas beaucoup de budget, des fois, j'ai trop peur de demander le beurre et l'argent du beurre. Ouais, je vois. Tu vois? Et du coup, bah, je demande rien. Je peux comprendre. Après, il y a demande rien, je vais... Il y a des façons de demander ou des façons de voir. Par exemple, tu vois, moi, quand je travaille avec des clients, je demande toujours c'est quoi ton budget, à peu près. Et tu as des gens qui vont me dire c'est XY truc. Et il y a des gens qui sont en mode, bah, comme tu dis, j'ai plein de gens qui me disent bah, moi, je j'arrive pas à donner un truc tangible, je ne sais pas combien ça pourrait coûter. Donc là, on voit. Et après, en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent se mettre en place. Par exemple, le paiement en plusieurs fois ou des choses à payer plus tard aussi. Des fois, enfin, moi, je sais que j'ai des clients vraiment de confiance où je les fais payer plus tard, tu vois. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et après, il y a des formules. Par exemple, là, j'ai travaillé il n'y a pas longtemps avec un photographe qui voulait refaire sa communication. Et en gros, au début, il voulait que je sois sa community manager attitrée, mais il n'avait pas du tout le budget. Pas du tout, parce qu'il ne se rendait pas compte.
Et en gros, l'alternative que je lui ai proposée, c'est un espèce de kit en mode on va lisser tout ensemble. Je vais te montrer comment tu peux start bien. Et après, tu t'envoles. Mais je vais te montrer comment tu peux faire ça bien, simplement, de manière autonome. Et après, tu fais le reste, tu vois. Et c'est là où, forcément, le prix change, puisque c'est que une formation, on va dire, en one shot, tu vois. Donc, c'est beaucoup plus abordable pour lui. Mais en même temps, c'est adapté à son projet. Donc, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Pour des personnes, par exemple, qui veulent, comme moi, avoir une direction artistique faite par quelqu'un d'autre, etc., tu conseillerais de travailler cette direction artistique à quel moment du projet? Tout dépend du projet, tout dépend à partir de... Enfin, je veux dire, ça dépend jusqu'à où tu veux l'amener. Si c'est vraiment quelque chose de loisir et tout, on a le temps. T'as le temps de faire ta DA, t'as le temps de tester des trucs, parce qu'il y a ça aussi. Il y a le fait que quand c'est des projets qui sont naissants ou qui ont encore besoin de maturer, si tu payes une DA déjà, et que tu vas la payer vraiment, tu vas te saigner et tout, et que 2 ans après, elle te paye plus, bon, normalement, le DA est censé faire en sorte qu'elle dure le plus longtemps, mais ça peut arriver, tu vois. Et ben, c'est chiant, tu vois. Donc, je pense qu'au début, il faut laisser le projet maturer, il faut faire des tests, faut faire des trucs, tu vois, quitte à ce que toi-même tu fasses ta DA, mais que tu es en mode, ah bah là, non, j'ai testé, c'est un peu pas ouf et tout. Mais que tu viennes, du coup, le jour où tu dis, ok, là, je paye quelqu'un pour le faire, tu as déjà un bagage en mode, bah écoute, moi j'ai déjà essayé de faire ça, bon, je trouve ça éclaté, donc pars pas dans cette voie-là, nan, 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 tu vois. Après, voilà, ça dépend des moyens, ça dépend si tu as une équipe derrière. Ouais, il y a plein de ça facteurs dépend, qui font il y a que... beaucoup de choses qui jouent. Alors. On le connaît tous, celui-là, puis ça te fait de la com, entre guillemets. Mais je veux tout de même un joli poster. On va te faire foutre, quoi. C'est surtout, il y en a beaucoup, après, dans l'influence, dans la création UGC, etc., l'argument de je veux ça gratuit, Mais ça te fera de la visibilité. Ouais. T'as 100 abonnés. Ouais. Quelle visibilité tu as donné? Ouais. Mais bon. Anecdote plus courte, mais qui m'a tout de même fait perdre du temps. Un gars me contacte sur Instagram car il aimait bien mon style graphique, des posters. Il est DJ et voulait un poster pour sa programmation. C'était un Australien. En plus, ils ont de l'argent, eux. Ah ouais. En plus, il dit DJ. Mais bah oui, mais surtout les Australiens, ils ont de l'argent. Hein. Il voulait un truc dans l'esprit rave. Il me demande en plus, et ça coûte combien? Je lui envoie le devis. Il me dit ok. Je travaille sur un moodboard que je lui envoie et il me dit c'est bien et le poster c'est pour quand? Ah ça. Demande à ChatGPT en fait. Si tu veux tout maintenant. Ça c'est le truc de on travaille tous différemment en tant que graphiste et tout, mais le moodboard c'est trop important. Oui voilà, quand t'as des graphistes qui taffent avec du pré-taf et tout, ça prend du temps de faire un moodboard. Bah oui. Tu vas pas lui dire c'est bien beau et mon projet, enfin ça fait partie du projet quoi. What the fuck. Bah clairement. Tu peux pas, enfin si tu veux un poster comme ça. Oui, soit tu le fais tout seul, soit tu demandes à ChatGPT et t'inquiète pas que le ChatGPT va pas faire le taf d'un graphiste, donc ton poster il sera éclaté au sol et tout le monde va savoir que c'est fait par l'IA. Mais le moodboard de toute façon c'est un truc genre qui est important et tu peux pas faire sans. Ouais. Mais il y a des personnes apparemment qui ne comprennent pas. Suite à ça, alarme, une réponse pressante, comme tenue du fait qu'on est seulement à l'étape du moodboard, censé laisser le temps de mûrir le projet. Je tilte et demande un acompte. J'avais pu échanger avec une collègue pour lui demander si elle demandait des acomptes. La plupart du temps, non, mais quand c'est pas sûr, il faut. Je pense qu'il faut, toujours. Un acompte, c'est... L'acompte, il faut toujours demander, sauf si tu as extrêmement confiance en ton client, que c'est un ami. Genre si c'est ton frère. Voilà, mais c'est des gens, c'est ponctuel. C'est très ponctuel, mais généralement tout le temps de demander un acompte. C'est la base. En fait, ça verrouille le projet en fait. Ouais, c'est ça. Et surtout si tu travailles dans une agence, l'agence demande un acompte. Donc pourquoi toi, en tant que freelance, tu ne demanderais pas d'acompte? Mais ça, c'est une autre histoire de demander de l'argent. C'est un peu compliqué. Bah après, ça, moi, j'ai beaucoup de mal de demander de l'argent, que ce soit à mon père, à n'importe qui. Quand c'est pro, c'est pas pareil. Ouais, parce que du coup, ça te sécure le truc. Hein. Parce que ça fait vivre. J'ai fait des trucs qui auraient pu être payés. Mais comme j'ose pas demander un retour financier, je fais glisser. Quand le jour où tu devras payer tes factures et ton machin, tu seras en mode bon, là je vais oser. Ouais, je pense que oui. Heureusement, le feeling m'a sauvée. Un simple vu par message, puis il a le culot de m'envoyer un message une semaine plus tard, encore pour me dire « Allez, c'est pas possible de faire ça gratuit, blablabla. » Ah ouais, lui, il est parti en mode... Alors ça veut dire que le mec était en mode « Viens, on taffe ensemble, c'est combien et tout ?» pour à la fin dire « Non mais tu peux pas faire gratuit ?»
Mais Clairement. Mais lui, il est venu, il a fait j'enlève mon masque. Je vais lui demander gratuitement. Le rat. Ah, ok, what the fuck. Moi qui croyais qu'il n'avait pas le temps, s'il m'avait dit dès le début qu'il n'avait pas de budget, ce gros. Je vais pas dire la suite. Oui. Il a Mais raison. en vrai, oui. Enfin, sois honnête dès le départ, quoi. Bah ouais. Ça, c'est très malhonnête. Ça, c'est pas bien parce que, comme il a dit, ça te fait perdre du temps en tant que free. Déjà, Ouf. quand tu commences à te lancer, au final, t'en as, mais en même temps, t'en as pas assez du temps parce que t'essaies de trouver des moyens pour te lancer, machin et tout. Tu sais, c'est énergivore, même mentalement parlant. Et puis, on te fait ça, t'as pas besoin de ça, quoi. Je pense que surtout Ça, vraiment quand tu au penses pas tout début. le temps. Vraiment au début, t'as beaucoup de temps. Mais comme tu sais pas gérer ton temps, t'as pas Ouais. de temps. Oui, c'est ça. T'es dans une spirale en mode, ok, il faut que je fasse décoller le truc, tu vois. C'est ça. Donc bon. Ah bah tiens, j'en parlais. Les morts après le premier contact. On rappelle le groupe de Metz, hein. Je vais pas le dire le nom, mais je me rappelle de vous. Alors, l'histoire. Plusieurs fois, pas de réponse après un premier contact et un échange, alors que pourtant, tout laissait à croire que c'était parti sur le projet. Ça reste du classique. Faudrait peut-être songer maintenant à facturer les premiers calls aussi. Ah, c'est vrai, parce que des fois, tu passes du temps au téléphone. Bah ouais. Tu passes du temps. Mais il y en a beaucoup, en plus, ils font le premier call, 30 minutes gratuit, Oui, voilà. et tout. Mais on se rend pas compte Fais des pas fois quand tu parles avec des clients pour prendre la température, le temps que tu prends. Moi, ça m'est arrivé de passer plusieurs heures au tel, tu vois. Puis au final, on te dit ah non, c'est pas grave. Mais quand tu sens que c'est des gens qui cassent les couilles, tu vois. C'est que c'est pour ça que pour le podcast, j'ai fait un formulaire. Oui. Parce que comme Tu ça, vois, t'es vraiment le genre des terres qui. C'est ça. Et surtout, je sais directement si du coup la personne elle peut se déplacer à Thionville, elle a ouvert son entreprise quand, ou est-ce qu'elle a un projet d'entreprise. Enfin, au moins je capte un petit peu l'ambiance. Donc, je sais pas. T'as jamais pensé à faire un formulaire Moi, non. directement comme ça, au lieu de faire un premier call pour avoir un peu la température, avoir le budget et tout, bah t'envoies un formulaire. Non, en vrai, quand tu vas démarcher des clients, ça peut justement aussi te décourager des vrais clients potentiels. Tu vois, je prends le risque de passer des fois du temps au tel pour au final rien, tu vois. Bon, au final, quand tu regardes la part, c'est minime, mais il y a des fois, tu sais que t'en as qui abusent. Tu sais que t'en as qui sont juste là pour te raconter leur vie, tout machin, et puis au fait, non. Tu Et si tu mets un formulaire juste dans ta bio, vois. Ouais. et comme ça, les personnes qui viennent pour avoir des renseignements, bah, ils ont juste à remplir ton formulaire et déjà, grâce au formulaire, ils auront peut-être la réponse à leurs questions. Et toi, tu sauras si c'est important de les contacter ou pas. Franchement, je sais pas. Ça pourrait être une bonne idée hein, à maturer. Mais dans mon cas, comme ça se fait beaucoup, tu vois, des gens en direct, d'humain à humain, de connaissance à connaissance, pour le moment, en tout cas, ça va. Je pense que... Mais ça peut être une possibilité. En vrai, tu sais, quand t'as beaucoup de demandes, et tout, que t'as beaucoup de DM, c'est super chiant. Le plus marquant était pour un client qui venait de lancer sa marque de vente en ligne. On reste dans le CBD, MDR. Encore. Donc là, du coup, ça devait être la même personne pour les deux premières histoires. Elle attire les personnes. Elle les attire. Mais cette fois-ci, avec un regard vraiment pro sur le design. Ah, c'était vraiment une belle opportunité. Surtout qu'il cherchait une DA permanente pour la suite. Premier call de contact, puis même un second. Des retours du style « Ouais, ton univers me plaît. Ta vision par rapport à ce qu'on a pu échanger, ça me plaît. » Donc pour le moment, green flag. Je lui ai envoyé le devis par rapport à ce qu'on avait échangé, puis plus du tout signe de vie. J'appelle tout de même l'hôpital pour être sûre. Genre vraiment. Moi, je pense que c'est pour rire, mais en mode si le client il n'est pas décédé, quoi. Je relance tout de même, puisqu'il me dit qu'il a fini par prendre une autre personne qu'il connaît. Genre, en fait, il le relance et en fait, le mec dit « Ah non, en fait, j'ai pris quelqu'un d'autre. » fout les morts. Mais ça, c'est comme je disais avec mon anecdote, juste informer les gens. C'est pas grave si tu prends pas X ou Y personne, mais tu lui dis « Écoute, bah voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui connaît mieux à mon projet ou à mon budget ou machin. » C'est pas la mort. Après, je pense que c'est un problème de la société en général. C'est beaucoup de personnes ont du mal à dire non et beaucoup de personnes se cachent derrière des masques et n'ont pas envie forcément de blesser et pensent que dire j'ai choisi quelqu'un d'autre, bah, ça va blesser la personne. Ouais. Oui, tu vois, peut-être, mais bon. Alors que finalement, c'est juste en fait, c'est encore normal. pire. Oui, voilà, ça fait c'est perdre normal. du temps et tout. Parce que là, en plus, dans la suite de l'histoire... Souvent, c'est des hommes. Ouais. La personne, grosse elle féministe. dit, c'est tout à fait normal, mais le truc qui est très embêtant, c'est de courir derrière après cette réponse. J'ai pu voir par la suite que la fameuse
connaissance était en réalité un gros studio très suivi et très cool en termes de références visuelles. Donc doute sur son honnêteté un petit peu. Ça fout le seum. Ouais, de ouf. Mais c'est vraiment le truc où, quand on te fait miroiter et qu'en fait non, mais qu'on te dit jamais que non. Ça, c'est Mais vraiment le pire du pire, c'est que finalement, la personne, c'était pas un autre entrepreneur. Ah ouais, Parce final, que c'est des gros studios et tout, c'est encore plus. là, c'est vraiment genre... Enfin, Ouais, je comprends. Pas les mots. voilà quoi. C'est juste blasant Ouais, de se dire, finalement, t'as aidé aucun entrepreneur. Mm. T'as donné de l'argent aux personnes qui avaient déjà de l'argent. Enfin... Mais bon, ça c'est un autre truc. Ça m'a dépité là en 2 secondes. Ouais. Après, moi, tu vois, quand on parle d'entrepreneur, moi, je préfère travailler de entrepreneur à entrepreneur, petit indé, artiste et tout. Moi, j'avais déjà travaillé avec une agence où ça s'est pas trop bien passé finalement. Enfin, ça s'est pas trop bien passé finalement, mais c'était pas non plus mal passé. Mais en fait, ça n'allait pas, le feeling n'allait pas, les projets ne m'allaient pas. Mais après que les projets ne m'aillent pas, bon, tu dis, il faut taffer et tout. Et surtout que c'était un de mes premiers gros projets. Et ça m'a fait vivre pendant un petit moment quand même. Mais la personne qui dirigeait l'agence, qui était très cool, hein, qui m'a donné quand même ma chance, je n'arrivais pas à s'accorder. Elle me ghostait souvent parce qu'elle faisait plein de trucs, elle n'avait jamais le temps de me répondre. Il y a beaucoup de choses que je faisais qui sortaient un peu de mes fonctions pour l'arranger. Bon, après, ça me payait, hein. Elle me payait, mais bon, voilà, ça n'allait pas. Et du coup, je me suis dit, non, les agences, moi, j'essaye d'éviter parce que c'est un monde qui déjà me plaît bof. À part des agences où je sais que c'est OK. Par exemple, à Metz, il y a une agence qui s'appelle l'agence Steez, enfin le studio Steez, c'est des potes à moi. Déjà, c'est des tueurs. C'est des tueurs en design, c'est un délire. Et eux, ils sont super friendly, ils sont super gentils. Et c'est des gens, tu sais, c'est le genre de personne qui est tellement douée, mais tellement humble, tellement gentil. Ouais. Qui... C'est les personnes... T'as envie ils d'être sont pote. hyper doués, mais ils ont pas l'impression. C'est ça. Enfin, ils se sont mettent la hyper pression. doués, ils font oh, tu vois. C'est une petite broutille, ça. Voilà, c'est une broutille. Mais tu vois, ce genre de profil d'agence, OK. Mais moi, je préfère aussi travailler avec des indés, entre indés, tu vois, Ouais. que des gros studios. Bouf. Ben, je trouve qu'il y a de plus en plus de studios, de plus en plus d'agences qui s'ouvrent dans tout et dans rien. Ouais. Et il y a de hein. Start-up, hein. Clairement. Mais c'est hyper toxique, hein. Vraiment, si vous voulez des stages, des alternances, n'allez pas dans des startups. Non, jamais. Allez voir les petits entrepreneurs. Mais n'allez pas dans des startups avec plusieurs salariés, au moins. Moi, par exemple, je suis déjà allée faire 2 stages dans une start-up, mais j'étais directement avec la patronne et on n'était que toutes les deux. Et j'espère qu'un jour, elle sera là, à ta place. Je prie pour toi. Vraiment, j'espère qu'elle sera là un jour. Mais ce sera pas pour maintenant. Mais j'ai hâte. Et c'est devenu vraiment une super bonne amie. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, j'en suis là. Et pourtant, c'était une start-up. Oui, mais il y a des gens bienveillants partout. C'est ça. Mais tu vois, par exemple, ma 2e expérience dans une start-up, là, il y avait plusieurs personnes et c'est pas top. Ouais, mais non, mais tu vois, dans mon parcours universitaire, j'ai fait des trucs cool aussi dans des agences. Genre, par exemple, le premier, donc oui, j'en avais fait un, mais le deuxième, c'était quand j'habitais à Toulon. J'ai fait un stage en tant que graphiste dans une boîte de prod vidéo et tout. Ça a été incroyable. C'était trop bien. J'ai pu rencontrer des gens trop cool, notamment l'influenceur vidéo qui s'appelle Exio. Tu verras, il est super connu, il fait des vidéos de zinzin et tout. Bref, pareil avec lui, j'ai appris beaucoup. Et puis même avec tous les autres, Kylian, Léa et tout. Enfin voilà, c'était une agence, mais c'était une agence de jeunes. On faisait des trucs de fous. C'était trop bien. Pour conclure un peu l'épisode, tu donnerais quoi comme conseil ? T'as quelque chose à dire ? T'as peut-être une promo à faire ? Un promo, non, parce que... D'un projet voilà, mais peut-être le mot de la fin que j'aurais à dire, c'est que moi, j'ai toujours été portée par mon instinct et par me dire j'ouvre les bras à ce qui se passe, même si on n'est pas tous nés... on n'a pas tous la même chance dans la vie, etc., tu vois. Mais pendant très longtemps, j'ai gardé une phrase dans mon téléphone, tu sais, dans les papillotes, là, qui disait « Vis la vie que tu t'es imaginée ». Et je trouve que ça, c'est une belle phrase. C'est une belle phrase de fin parce que ça résume bien ce que j'ai toujours eu, en fait, même en tant que gosse. C'est-à-dire, j'en ai les frissons. Non, mais voilà, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu créer des trucs, vivre ma vie comme j'entendais, vraiment comme en étant un esprit libre. Jamais enchaîné à quoi que ce soit, ni à rien. Et je pense que ça, c'est de rester dans ce que vous avez envie de faire, de comment vous concevez le truc. Et
sans que ça fasse du mal à autrui en fait. Faites ce que vous avez envie de faire tant que ça reste dans la bienveillance sans faire du mal aux autres. Et je pense que c'est le plus important. Bisous. Bah merci d'être venu et merci de nous avoir écoutés. Oui, merci à vous. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode des Brillantes Mésaventures. Bisous. Salut. Ciao ciao.